Bonsoir à tous, je suis le conteur, et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires de terreur psychologique. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-le en commentaire. Quand vous êtes prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Je sais que beaucoup pensent que livrer des pizzas est un travail simple, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ce que ça paraît. La routine est monotone presque tout le temps. J'arrive, je récupère la commande. Je conduis jusqu'à l'adresse. On me paie et je retourne à la pizzeria. C'est un cycle sans fin qui se répète jour après jour. Mais parfois, cette routine se brise complètement. Et certains clients restent gravés dans votre mémoire, mais pas pour de bonnes raisons. L'un d'eux était un couple étrange, qui commandait souvent des pizzas. Il s'appelait Mike et sa femme Linda. La plupart du temps, c'était Linda qui recevait la commande. Elle me souriait à chaque fois que j'arrivais avec la livraison. Mais c'était un sourire bizarre, comme si elle était exagérément heureuse de me voir. Linda avait toujours les lèvres peintes d'un rouge vif, et ses yeux semblaient grands ouverts, comme si chaque fois qu'elle me voyait, elle était sincèrement ravie de me recevoir. En plus, elle me laissait toujours un bon pourboire. Alors, pour moi, c'était un marché parfait. Mike, en revanche, lorsqu'il m'ouvrait, était poli mais plus silencieux. Ils formaient un couple assez correct et généreux, du moins en apparence. Au début, il n'y avait rien d'anormal chez eux. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses qui me mettaient mal à l'aise. C'était comme si Linda s'arrangeait, toujours, pour que ce soit moi qui lui livre la pizza. Et parfois, elle mettait un peu plus de temps à ouvrir la porte, comme si elle se préparait avant de répondre. Au début, je ne m'en suis pas soucié, pensant que c'était juste une cliente un peu spéciale. Mais une nuit, tout a changé. C'était un vendredi, et les gars du magasin ont mentionné que Linda avait demandé spécifiquement que ce soit moi qui livre sa commande. J'y étais habitué, alors j'y suis allé sans trop réfléchir. Cependant, quand je suis arrivé, Linda a ouvert la porte très maquillée, et avec son même sourire habituel. Mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement ce soir-là. Entre, Mike est dans la salle de bain. Il revient tout de suite avec ton pourboire, m'a-t-elle dit. Je n'étais jamais entré chez eux auparavant, alors j'ai hésité un peu, mais tout avait l'air normal, propre, bien éclairé, rien d'anormal. En général, il n'y avait rien qui semblait étrange ou dangereux. Alors, j'ai décidé d'entrer. Mais ce fut une terrible erreur. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai entendu le loquet se fermer derrière moi. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu Linda à la porte. Mais cette fois, elle n'avait plus le même sourire. C'était un sourire tendu, les lèvres pincées, et un regard que je ne savais pas comment interpréter. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est jetée sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Je suis tombé sur le canapé avec elle sur moi, ses mains froides attrapant mon visage et ses lèvres se pressant contre les miennes. Un geste totalement inattendu qui m'a bouleversé. J'ai réagi par pur réflexe, la repoussant avec force pour m'en débarrasser. La poussée fut si forte qu'elle a perdu l'équilibre, a trébuché sur la table basse et est tombée lourdement au sol. En me levant, elle m'a regardé avec des yeux rouges et vitreux, respirant difficilement. « Mais qu'est-ce que tu fais, bordel ?» lui ai-je demandé. Cette femme était folle, elle était mariée, et son mari était dans la salle de bain. En plus, je n'avais aucun intérêt pour elle. J'étais vraiment choqué par son comportement, craignant que Mike n'apparaisse à tout moment. Mais cela ne semblait pas l'inquiéter. Linda s'est couverte le visage avec les deux mains et s'est mise à sangloter. J'ai essayé de la calmer en lui, disant que tout allait bien et qu'on devait juste oublier ce qui s'était passé. Mais ses pleurs étaient si exagérés qu'on aurait dit une scène de film. Cela ne semblait tout simplement pas naturel. Pourtant, en un instant, quelque chose a changé radicalement. Soudain, Linda s'est tue, et la détresse en elle s'est évaporée d'un coup, laissant place à une expression de rage qui m'a glacé le sang. Puis elle s'est levée et m'a fixé dans les yeux. « Mike arrive et il va être furieux. Cours !» dit-elle. J'ai immédiatement tourné la tête, m'attendant à le voir apparaître, mais il n'y avait personne. En fait,
Je n'entendais rien qui indiquait qu'il arrivait. La maison était complètement silencieuse. Aucun bruit de douche, ni de porte, ni de pas. Rien qui suggérait la présence d'une autre personne dans la maison. C'était très étrange, mais la façon dont elle avait dit cela m'a fait sentir que quelque chose clochait. À ce moment-là, je l'ai regardée à nouveau, et j'ai été figé. Elle avait une expression complètement dérangée et ses doigts étaient entremêlés dans ses cheveux. Soudain, dans un mouvement brusque, elle a fait quelque chose qui m'a laissé sans voix. Linda a arraché sa perruque, révélant un crâne complètement chauve et brillant. Je suis resté stupéfait. Puis elle a passé ses mains sur son visage, enlevant tout le maquillage, dévoilant des traits bien plus durs et masculins. La structure de son visage était la même, mais elle paraissait maintenant très différente. Ma respiration s'est coupée quand j'ai compris que Linda n'était pas Linda. La personne en face de moi était Mike, si tant est que ce soit son vrai nom. Comment oses-tu? Pour qui tu te prends à entrer chez moi et maltraiter ma femme? Je me suis tordu de peur. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mon esprit ne pouvait pas le comprendre. J'ai reculé instinctivement en essayant d'atteindre la porte. Mais il était déjà trop tard. Mike, ou peu importe qui c'était, s'est jeté sur moi et m'a attrapé à la gorge avec une force terrifiante. J'ai lutté contre lui et j'ai tenté de me dégager pour pouvoir respirer. Mais ses doigts s'enfonçaient dans ma peau, serrant de plus en plus fort. Et c'était si brutal que ma respiration s'est complètement arrêtée. Et après quelques secondes, ma vision a commencé à se troubler. C'était comme si tout s'éteignait lentement. J'ai essayé de donner des coups de pied, de me débattre, de faire quoi que ce soit pour me libérer. Mais sa prise ne cédait pas. Ses yeux me fixaient, pleins de haine et de rage, pendant que mes poumons brûlaient et que ma vue s'obscurcissait. La laine de Mike était chaude et râpeuse contre mon visage. Et il ne disait rien, il faisait juste m'étrangler. Mais alors, avec le dernier peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à lui donner un coup de genou dans le ventre, ce qui lui a arraché un grognement et a relâché un peu son étreinte, juste assez pour que je puisse me libérer. Une fois dégagé, j'ai rampé loin de lui, haletant pour reprendre mon souffle, la gorge en feu. Lui, en revanche, s'est relevé et s'est avancé vers moi, se penchant à ma hauteur avec les lèvres tordues et les dents serrées. Sa voix était désormais plus grave, pleine de rage. « Tu crois que tu peux la rejeter? Tu crois que tu peux simplement t'en aller après avoir blessé ma femme ?» À cet instant, une décharge d'adrénaline m'a parcouru, et comme j'ai pu, je me suis levé et j'ai couru dans le couloir. Il fallait que je sorte de là. La porte principale était fermée, alors j'ai tourné brusquement et couru vers la cuisine. Il me fallait une arme, n'importe quoi pour me défendre. J'ai ouvert un des tiroirs et j'ai trouvé un couteau. À ce moment-là, Mike est apparu dans l'encadrement de la porte, haletant, le visage déformé par la colère. Sans dire un mot, il s'est précipité sur moi à nouveau. Mais cette fois, je n'étais plus sans défense. Dans un élan, j'ai balancé le couteau et l'ai enfoncé dans son épaule. La lame s'est enfoncée à plus de la moitié, mais il n'a pas crié. Il a juste poussé un gémissement et son corps a tremblé. Mais cela ne l'a pas arrêté. J'ai regardé avec horreur alors qu'il saisissait le manche et retirait la lame de sa chair comme si de rien n'était, laissant une traînée de sang couler le long de son bras. J'ai reculé et tenté de fuir tandis qu'il avançait lentement, respirant de manière irrégulière, avec une folie dans les yeux que je n'avais jamais vue chez personne. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'il ferait. J'ai simplement forcé le passage comme j'ai pu et j'ai couru vers la porte arrière, que j'ai ouverte d'un coup en trébuchant sur un tas de vieilles ferrailles. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai couru vers ma voiture, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mes clés, essayant de respirer à chaque seconde perdue. Puis j'ai regardé vers la maison. Mike était sur le pas de la porte, le sang coulant de son épaule, les yeux fixés sur moi. Il ne courait pas, ne criait pas, il me regardait simplement. À ce moment-là, le moteur de la voiture a rugi, et sans perdre une seconde, j'ai appuyé sur l'accélérateur, faisant crisser les pneus en m'éloignant. Mes mains tremblaient encore, ma gorge brûlait, et je continuais de jeter un œil dans le rétroviseur, craignant qu'il ne me poursuive. Mais il ne l'a jamais fait. Je suis allé directement au commissariat. Au début, ils ne m'ont pas cru, mais lorsqu'ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé des perruques, des déguisements et des kits de maquillage.
Mike et Linda n'avaient jamais existé comme deux personnes différentes. C'était une seule et même personne. Ils ont arrêté Mike, ou quel que soit son vrai nom. Il ne s'est jamais débattu, n'a jamais rien dit, il m'a simplement regardé pendant qu'on le faisait monter dans la voiture de police. Depuis ce jour, j'ai arrêté de livrer des pizzas. J'ai trouvé un autre travail. Mais parfois, quand je conduis la nuit, je vois dans la foule des visages qui ressemblent aux siens. Je sais que ce n'est pas possible. Mais quand je ferme les yeux, je vois encore ce sourire étiré, ses lèvres rouges et ses grands yeux clignotants, comme s'ils étaient en train de me suivre. Il y a environ 6 ans, je travaillais comme responsable de car dans une petite épicerie et boutique de proximité qui se trouvait juste de l'autre côté de mon jardin, ce qui me permettait d'y être en moins d'1 minute si besoin. C'était très pratique pour moi. À cette époque, j'avais un peu plus de 30 ans, mais je restais très active. Et malgré ma petite taille et le fait que j'étais marié, je recevais souvent des compliments et des propositions de rendez-vous. C'était flatteur, mais parfois assez gênant. Le magasin où je travaillais, tout comme ma maison, se trouvait dans un quartier peu recommandable de la ville. J'étais près d'un endroit très fréquenté, ce qui attirait des personnages un peu bizarres, mais aussi assez proche d'une zone plus dangereuse où traînaient des drogués, des ivrognes et des types étranges. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas du genre à avoir facilement peur, car j'ai dû gérer certaines situations extrêmes, comme ce jour où un type défoncé a foncé en voiture dans le magasin, détruisant toute l'arrière-boutique, juste parce qu'on n'avait plus de jus de mûre ce jour-là. Une autre fois, un homme m'a attrapé, m'a soulevé et a couru hors du magasin avec moi sur son épaule en plein jour, dans une rue bondée, parce que selon lui, j'étais la réincarnation de sa femme morte depuis plus de 30 ans. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais sans aucun doute, l'expérience que je vais vous raconter aujourd'hui a été de loin la plus terrifiante de toutes. Tout a commencé un dimanche matin. Et je m'en souviens bien car j'étais très occupé à assembler des couvercles de boissons et à créer des pancartes promotionnelles avec les offres du jour. J'étais avec mon collègue préféré. Donc la journée passait à toute vitesse et j'étais de très bonne humeur. Ce jour-là, un homme et son fils sont entrés dans la boutique et dès le premier instant, il m'a mise mal à l'aise, surtout à cause de la manière insistante dont il me regardait. Cet homme mesurait un peu moins d'1,80 m. Il était mince, à la peau foncée, portait les cheveux longs tressés et une grande boucle d'oreille ornée de petites pierres colorées pendait à son oreille. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il portait un manteau assez épais, ce qui était extrêmement étrange étant donné que nous étions en plein été. Après les avoir salués, je leur ai demandé s'ils avaient besoin de quelque chose. L'homme, avec un fort accent caribéen, m'a dit que son GPS ne fonctionnait plus et qu'il voulait savoir si nous en vendions un. J'ai lâché un petit rire pensant qu'il plaisantait. Qui saint d'esprit viendrait acheter un GPS dans une boutique comme celle-ci? Mais nous avions une section électronique sur le mur du fond. Je lui ai donc indiqué cette direction en ajoutant que s'il ne le voyait pas là, c'est que nous n'en avions pas. « Oh, merci », a-t-il dit en regardant cette section. Mais curieusement, il m'observait moi bien plus que les étagères. Et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a donné la chair de poule. Il ne me regardait ni avec bienveillance ni avec curiosité. C'était le regard d'un prédateur fixant sa proie. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était juste une impression, mais il y avait définitivement quelque chose chez lui que je n'aimais pas. Il parlait une autre langue avec son fils, que je ne comprenais pas. Mais tout en m'occupant de mes tâches, je gardais un œil dans leur direction pendant un moment, jusqu'à ce que je me laisse distraire et oublie l'affaire. Jusqu'à ce qu'il commence à m'appeler pour lui, demander de l'aide à propos de chargeurs et de cartes SD, et je lui répondais normalement, c'était mon travail. Mais soudainement, il a commencé à me dire combien il me trouvait belle et combien il aimait les rousses comme moi. Ce genre de choses, d'une manière vraiment maladroite. Il était évident qu'il ne maîtrisait pas bien l'anglais. Je l'ai remercié poliment, car comme je vous l'ai dit, j'étais un peu habitué aux compliments des clients. Mais la conversation est vite devenue étrange. « Tu fais du sport » m'a-t-il demandé. « Ah oui, je fais du yoga surtout. »
ai-je répondu, me sentant de plus en plus mal à l'aise. Puis il a fait des commentaires sur mon corps, me disant combien il aimait mes tatouages, mes courbes, que j'avais très jolies jambes et d'autres choses du genre, même si cela me mettait clairement mal à l'aise. J'ai essayé de rester poli et je me suis éloigné pour continuer à travailler. J'ai tenté de l'ignorer, mais je sentais encore son regard sur moi. Puis tout à coup, il a fait quelque chose qui m'a profondément choqué et pas de manière agréable. Quand je lui ai tourné le dos, il a sorti un téléphone et j'ai entendu le clic d'un appareil photo plusieurs fois. Je me suis retourné et l'ai regardé indigné en lui disant de ne pas faire ça. Mais il s'est contenté de sourire et de me dire quelques mots en espagnol, faisant semblant de ne pas comprendre. Mais j'étais certaine qu'il comprenait parfaitement. Je suis sorti et suis allé dans le bureau. J'ai parlé à une collègue et lui ai dit que le type me prenait en photo et que je me sentais vraiment mal à l'aise. Elle m'a dit qu'elle allait lui parler. Mais à peine était-elle sortie que l'homme et son fils sont partis. Quand mon service s'est terminé, j'étais avec un autre collègue et le magasin était plein, car j'étais la responsable du quart. Après que la caisse ait été fermée, mon collègue m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » lui ai-je demandé. « Je ne sais pas, un gars avec des tresses m'a demandé de te la donner, » a-t-il répondu. Je suis immédiatement devenue nerveuse, et je n'ai pas voulu ouvrir l'enveloppe sur le moment. Je l'ai ouverte une fois dans mon bureau, mais en l'ouvrant, ma mâchoire s'est décrochée et tout mon corps s'est mis à trembler. À l'intérieur, il y avait des dizaines et des dizaines de photos de moi, prises dans divers endroits à différents moments de la journée. Mon cœur s'est effondré en réalisant que je n'avais aucune idée de quand elles avaient été prises. La plupart montraient des scènes de moi dans le magasin, d'autres de moi rentrant chez moi et certaines même avec ma fille. Je me suis sentie nauséeuse. J'étais tellement nerveuse que j'ai eu envie de vomir. Il y avait aussi une note qui disait quelque chose comme « Tu es si belle. Je suis amoureux de toi. Je serai un meilleur mari que celui que tu as maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Il y en avait plus, mais tout cela figure dans le rapport de police. Le type, incroyablement, avait même laissé son nom dans la lettre. Alors, le même après-midi, j'ai appelé notre directeur de magasin ainsi que la police. Ils ont récupéré les enregistrements des caméras, ma déclaration, les photos et la lettre. Le harceleur a été retrouvé ce jour-là même. Et même s'il n'a pas été arrêté, il a été averti qu'il devait rester loin de moi. Sinon, la prochaine fois, ce serait une arrestation immédiate. Ils lui ont aussi interdit l'entrée dans le magasin. J'ai ressenti un grand soulagement que la police soit intervenue, même si une certaine inquiétude persistait en moi. Pourtant, après quelques semaines, j'ai fini par laisser l'affaire derrière moi et j'ai repris ma vie normale. Un mois est passé tranquillement, mais un dimanche après-midi particulièrement agité, j'étais seul en tant que responsable avec une autre collègue à la caisse. Alors que nous organisions les rayons, j'ai remarqué un type qui me fixait. Il était grand, de corpulence moyenne avec des tresses. Il portait aussi la même boucle d'oreille et le même manteau que l'autre homme. Mais ce n'était pas lui. Ce type m'a véritablement glacé. Ses yeux étaient froids et vides, remplis de colère. J'ai eu l'impression qu'il regardait directement mon âme. Il n'a rien acheté, il est juste resté là, immobile. J'ai tenté de lui sourire poliment. Mais d'autres clients sont arrivés et j'ai été absorbé par leurs commandes, si bien que je l'ai oublié un moment. Quand tout s'est calmé, je ne l'ai plus vu nulle part. J'ai donc décidé d'aller voir à l'arrière du magasin, en disant à ma collègue de m'appeler si elle avait besoin de moi. Soudain, j'ai entendu cet accent latino, et j'ai vu dans le miroir ce même homme, effrayant en train de parler au téléphone. Il disait « Oui, elle est là. Non, juste une autre fille avec elle. Je peux l'attraper quand elle partira. Tout est sous contrôle. Pas de problème. » Je suis resté figé, choqué, mais il ne m'avait pas vu. Alors je suis retourné lentement à l'avant, j'ai expliqué à ma collègue ce qui se passait, puis j'ai appelé la police et à nouveau le directeur du magasin. Heureusement, les policiers sont arrivés en quelques minutes et l'ont rapidement arrêté. Quelques jours plus tard, un inspecteur est venu me parler et m'a expliqué que ces hommes étaient frères et impliqués dans un réseau de traite de femmes. L'agent m'a dit que j'avais eu énormément de chance de m'en rendre compte.
J'ai appris plus tard qu'ils avaient retrouvé une femme dans son appartement, violée et battue à mort. Les deux frères ont été incarcérés, bien entendu, tous deux condamnés à la prison à perpétuité pour de multiples crimes. Cette expérience continue de me hanter, sous forme de cauchemars, atroces encore aujourd'hui. Ce qui est arrivé à cette femme aurait pu m'arriver à moi. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand j'étais en classe de 4e, une nouvelle élève est arrivée dans notre école. Appelons-la Maria. Elle s'est liée d'amitié avec mon ami Nick pendant environ une semaine. Tout s'est passé normalement. Puis un jour, pendant le déjeuner, Maria a commencé à me fixer intensément. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu disant simplement « Hey !» J'étais un peu confus, alors j'ai demandé qui c'était. Et on m'a répondu que c'était la fille du déjeuner, celle qui m'avait regardé. C'est comme ça que nous avons commencé à échanger des messages et à traîner ensemble à l'école. On a beaucoup discuté par message et je me suis mise à l'aimer. Quand j'ai pensé que le moment était venu, je lui ai demandé si elle voulait être ma copine. Et elle a dit oui sans hésiter. Ensuite, elle l'a dit à tous ses amis, et la nouvelle est même arrivée jusqu'à ma cousine Dani, qui avait 1 an de moins et était dans l'ancienne école de Maria. Le lendemain, Dani m'a envoyé un message en me demandant pourquoi j'étais avec Maria et si je la connaissais vraiment. Je commençais à peine à la connaître, alors je lui ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» C'est alors que ma cousine m'a dit que Maria avait une mauvaise réputation, ou plutôt une histoire compliquée avec son ex. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Je me suis dit, bon, tout le monde a des histoires compliquées avec des ex. Et si c'est le cas, c'est une bonne opportunité pour moi. Mais Dani m'a ensuite écrit un autre message, en m'expliquant que ce n'était pas une histoire ordinaire, pas une tromperie ou quelque chose du genre, non. Maria avait envoyé son ex à l'hôpital après l'avoir poignardé à l'estomac. Mon cœur s'est serré. C'était ma première vraie relation, et je ne voulais pas qu'il m'arrive quelque chose de grave. J'étais très curieux de savoir si les rumeurs étaient vraies. Alors ce soir-là, je lui ai proposé qu'on joue à 21 questions. Elle a accepté et on a commencé à jouer. D'abord avec des choses simples, comme « Quelle est ta couleur préférée ?» et ce genre de choses. Mais ensuite, je lui ai posé des questions plus sérieuses. « Tu fumes ?» ou « Est-ce que tu as été avec beaucoup de gens ?» Elle a répondu « Oui, à toutes », ce qui m'a déjà pas mal surpris. Mais à la dernière question, juste avant que j'aille dormir, je lui ai demandé ce qui s'était passé avec son dernier copain. Elle a répondu de manière suspecte en me demandant ce que je voulais dire. « T'as déjà entendu ça ? Qui te l'a dit ?» Je ne voulais pas balancer ma cousine. Alors j'ai simplement dit que j'étais curieux. Et là, elle m'a dit qu'elle devait y aller. Le lendemain, elle m'a demandé de venir chez elle. Elle m'a dit qu'elle était seule. Mais après ce que j'avais appris sur son ex, j'avais peur. Malgré ça, j'étais un peu excité à l'idée que quelque chose puisse se passer. Alors bien sûr, j'ai dit oui, mais juste après avoir envoyé le message, mon père m'a appelé depuis Elbasan pour me dire que mon cousin Jacob venait jouer au hockey. On était en retard pour la première séance d'entraînement de l'année. J'étais frustré. J'avais une bonne raison de ne pas aller chez Maria, mais ça me contrariait vraiment de devoir annuler. Après le hockey, en rentrant chez moi, j'ai reçu un message de mon ami Phil. Le message disait « Dommage que tu n'aies pas pu aller chez Maria. Tu aurais passé un super moment. » J'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire, Phil ?» Et ce crétin a commencé à se vanter d'avoir passé l'après-midi avec elle, car elle l'avait appelé quand je lui avais dit que je ne viendrais pas. Cela m'a fait me sentir terriblement mal. Il n'est pas entré dans les détails, mais d'après ses insinuations, je n'en avais pas besoin. Phil savait que j'étais avec Maria, mais il était tout de même allé la voir, pour ainsi dire. J'ai immédiatement envoyé un message à Maria pour la confronter, et j'ai rompu avec elle. Mais elle s'est mise à me supplier de rester, en me disant que elle voulait être avec moi et qu'il ne s'était rien passé avec Phil. Je savais qu'elle mentait. Alors j'ai été ferme et lui ai dit que c'était terminé. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé une photo sur Snapchat montrant son bras fraîchement entaillé avec une légende disant « Tout ça, c'est grâce à toi, Andy. »
Je suis allé me coucher sans répondre. Je l'ai laissée avec son temps et sa douleur, mais je ne voulais plus rien savoir d'elle, ni tomber dans son chantage émotionnel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus de 100 messages, tous remplis d'émojis de couteau. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. C'était un lundi, donc je devais aller à l'école. Son casier était juste derrière le mien, et nous nous sommes croisés, mais je ne l'ai pas regardée. Je ne savais pas si elle allait faire quelque chose. J'avais peur qu'elle m'attaque à tout moment. La journée a été interminable, et j'étais terrifié du début à la fin. J'étais si inquiet que je suis allé voir la directrice pour lui, demander si elle pouvait fouiller son casier, parce que je ne me sentais pas en sécurité ce jour-là à l'école. Elle m'a demandé pourquoi. Alors je lui ai montré les messages. Après les avoir lus, elle a accepté. Quand elle est revenue, elle m'a raconté ce qu'ils avaient trouvé, et je n'en revenais pas. Dans le casier de Maria, ils ont trouvé une boîte pleine de lames de rasoir et un couteau de 8 centimètres avec le prénom Andy, inscrit dessus à l'encre. La directrice a appelé la police, et Maria a été immédiatement expulsée de l'établissement. Je n'ai plus entendu parler d'elle jusqu'à la semaine dernière, à la réception du mariage de ma cousine, Dani. Elle m'a raconté qu'après ce qui s'était passé avec moi, Maria avait changé 3 fois d'école, et qu'à chaque fois, elle avait causé de nouveaux problèmes. Je suis heureux d'avoir évité une situation dangereuse. Une semaine entière s'était écoulée depuis la disparition de ma fille Laura. La police la recherchait sans relâche depuis des jours, tandis que moi, submergé par l'angoisse, je passais mes journées à prier ardemment Jésus de veiller sur elle et de me la ramener. Mon petit-fils Abel était avec moi, et c'était bouleversant de le voir assis sur le canapé, les yeux fixés sur la porte, comme s'il attendait à chaque instant que sa maman entre avec un sourire. Puis un jour, le téléphone a sonné et mon cœur s'est arrêté. Mon mari Jacob était dehors, faisant tout son possible pour retrouver sa fille unique. J'ai décroché, espérant entendre une bonne nouvelle, mais à la place, j'ai entendu une voix grave et profonde à l'autre bout du fil. « J'ai ta fille !» Aussitôt, j'ai senti que l'air me manquait. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre ce que j'entendais. C'était le ravisseur. J'ai raccroché et, tremblante, j'ai appelé la police et Jacob. À partir de ce moment-là, chaque mercredi après-midi, que je sois seul ou avec Abel, le téléphone sonnait à nouveau. La même voix disait qu'il avait Laura ou qu'il l'avait déjà tuée. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça à ma douce fille? En tant que mère, tout ce que je voulais, c'était la protéger. Et maintenant, je me sentais totalement impuissante. Tout cela avait commencé en janvier 1980. Laura, qui était mère célibataire, travaillait comme secrétaire dans 2 petits magasins et consacrait tout son temps à s'occuper d'Abel, qui venait tout juste de fêter ses 4 ans. Ma fille était catholique et craignait Dieu, son petit garçon, représentait tout pour elle. Quand Laura travaillait, mon mari et moi gardions l'enfant. Un jour, alors qu'elle était dans son bureau, elle a reçu un appel qui allait tout changer. « Est-ce que je parle à Laura Scott ?» a demandé une voix à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » a répondu Laura. « Je suis ton amant, ma chérie. » À ce moment-là, Laura est restée paralysée de stupeur. Elle pensait que quelqu'un essayait de lui faire une blague cruelle. « Je suis désolée, mais je n'ai pas d'amant, et ceci est un bureau. Ne me rappelez plus, » dit-elle avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, elle reçut un autre appel, encore plus troublant que le précédent. « Est-ce Laura Scott? Tu as raccroché la dernière fois. Je t'ai dit que je t'aimais et tu m'as insulté. Maintenant, je vais te tuer. Prends soin de toi, mon amour, parce que je vais te détruire. » La ligne est restée silencieuse. Laura était pétrifiée, incapable d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Même si ce n'était que la 2e fois qu'il appelait, elle décida d'ignorer cela au départ. Cependant, les appels ne cessèrent pas. L'homme mystérieux continuait d'affirmer qu'il était son amant. Et bien qu'il ne se soit jamais identifié, ses menaces devenaient de plus en plus terrifiantes. Jacob et moi savions que Laura n'avait personne dans sa vie. Pedro, son frère, était toujours attentif. Elle était bien trop occupée avec le travail et à s'occuper d'Abel pour envisager une relation sérieuse. Elle était sortie avec quelques hommes, mais rien de plus. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble à la maison,
Le téléphone sonna. Laura décrocha et nous avons tout de suite compris de qui il s'agissait. « Bonjour, ma chérie », dit la voix de l'homme. Avant même que Laura ne puisse répondre, il ajouta « Ça te dérangerait d'aller voir ta voiture ? J'ai une surprise pour toi, ma douce. » Elle raccrocha aussitôt et courut dehors vers sa voiture, Jacob sur ses talons. Là, ils trouvèrent une rose fanée posée sur le pare-brise. Après cela, nous avons décidé qu'il était grand temps d'impliquer la police. Nous leur avons parlé des appels et de la fleur sur la voiture. Ils acceptèrent de nous aider, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuves concrètes. Les menaces continuèrent, et bien sûr, l'homme fit rapidement savoir à Laura qu'il savait qu'elle avait parlé à la police. Il continuait à déclarer son amour de façon de plus en plus inquiétante. C'est pourquoi Jacob suggéra à Laura de porter une arme. Il lui acheta un petit pistolet pour qu'elle se sente plus en sécurité. Elle décida aussi de s'inscrire à des cours de karaté pour apprendre à se défendre. Une semaine plus tard, la tragédie frappa. Laura et 2 collègues avaient accompagné un autre employé aux urgences, car il avait été mordu par une araignée. Quand vint le moment d'entrer à l'hôpital, Laura sortit, mais au lieu de se diriger vers l'entrée principale, une voiture s'éloigna en clignotant ses phares. Ses collègues ne purent voir qui était au volant. C'était le 28 mai 1980, le jour où ma fille fut enlevée. Quelques heures plus tard, elle fut déclarée disparue. Et une semaine plus tard, commencèrent les appels terrifiants du même homme. La nouvelle se répandit rapidement. Et le 12 juin 1980, la disparition de Laura fut publiée dans le Orange County Register. Un homme non identifié appela le journal et confessa avoir tué ma fille. « Je l'ai tuée !»« J'ai tué Laura Scott, c'était mon amour. Je l'ai surprise en train de me tromper avec un autre homme. Elle a nié avoir quelqu'un d'autre. Alors je l'ai tuée et j'ai démembré son corps pour que personne ne la retrouve jamais. » dit-il avant de raccrocher. L'enquête continua. Mais ni Laura ni son meurtrier ne furent retrouvés ce jour-là ni les jours suivants. Cet appel au journal fut la dernière fois que le criminel fit surface. Après cela, les appels à la maison cessèrent et l'affaire se refroidit. 4 années passèrent. Abel, mon petit-fils, avait maintenant 8 ans et vivait avec nous. Un jour, Jacob reçut un appel du bureau du shérif. Ils avaient découvert quelque chose et nous demandèrent de venir immédiatement. Des ossements humains avaient été déterrés sur un chantier de construction à quelques kilomètres de l'hôpital, où Laura avait été vue pour la dernière fois. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là fut dévastateur. Après une analyse ADN, ils confirmèrent que les restes appartenaient bien à ma fille. Elle était morte et l'on supposait qu'elle avait subi une fin atroce. Aujourd'hui, alors que plus de 3 décennies se sont écoulées depuis ces jours terrifiants, je me trouve dans une maison de retraite. Toujours dans l'attente de justice pour ma fille unique. Jacob est décédé à la fin des années 90, me laissant seul avec Abel. Perdre un être cher est une douleur immense, mais perdre quelqu'un, aux mains d'un psychopathe, jamais identifié, est un fardeau qui porte en lui une cruauté insoutenable. Tout ce que j'espère désormais, c'est que Laura repose en paix, où qu'elle soit. Que Dieu bénisse son âme. Et si l'un de vous qui écoute cette histoire possède une information sur le meurtrier, je vous en supplie, contactez-moi ou contactez mon petit-fils. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un rappel. La douleur de la perte s'accroche au temps et à la mémoire. Je déteste les applications de rencontres. Je les ai toujours détestées. Et après ce qui m'est arrivé, je ne les toucherai plus jamais. Tout a commencé un soir comme un autre. J'étais allongé sur mon lit, faisant défiler les profils, à moitié ennuyée, à moitié curieuse. Quand je suis tombé sur Ethan, il avait une allure agréable, un sourire qui semblait sincère, rien d'exceptionnel. C'est lui qui m'a envoyé le premier message, et il était sacrément drôle. On a parlé pendant des heures ce soir-là, riant, échangeant des blagues. Après quelques jours, il m'a proposé qu'on se voie. J'ai hésité au début, mais j'ai fini par accepter. On s'est rencontrés dans un bar chaleureux du centre-ville. En personne, il était tout aussi charmant. Il savait me faire rire, m'écoutait avec attention et n'avait rien d'inquiétant dans son comportement. On a passé un bon moment, et à la fin, quand il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture, je me suis senti en sécurité. Alors, quand il m'a proposé un autre rendez-vous,
Je n'ai pas hésité. Pour notre deuxième sortie, on est allé dîner dans un restaurant. Puis, à la troisième, on est allé au cinéma. Il ne m'a jamais mise sous pression. Il se montrait patient, insinuant doucement l'idée d'un lien à long terme, me faisant peu à peu baisser ma garde. À la quatrième rencontre, je pensais vraiment avoir trouvé quelqu'un de spécial. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'attendait. C'était une soirée calme, et on était assis dans un dîner, quand Ethan a proposé qu'on aille se promener. Il y avait un parc à proximité, et bien que j'ai un peu hésité, j'ai fini par accepter. L'endroit était presque désert, à peine éclairé par quelques réverbères dont la lumière effleurait le bitume. En marchant, j'ai remarqué que quelque chose changeait. Ethan devenait plus distant dans ses réponses. Son ton devenait étrange, et ses yeux scrutaient les alentours comme pour s'assurer que nous étions seuls. Mon malaise initial s'est transformé en alerte intérieure. Alors, j'ai sorti discrètement mon spray au poivre de mon sac. Il l'a remarqué. « Ah, tu ne me fais pas confiance ?» m'a-t-il dit d'un ton presque moqueur. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je suis restée silencieuse. Son sourire était glacial, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Mes instincts me hurlaient de fuir. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a attrapé le poignet. Pas violemment, mais fermement, assez pour que je comprenne qu'il contrôlait la situation. « Viens, asseyons-nous un moment », a-t-il proposé. Sa voix était douce, presque enjôleuse, mais je sentais qu'elle dissimulait quelque chose de sombre. Je voulais refuser, mais ma voix s'était noyée. Il m'a conduite jusqu'à un banc. Et c'est là que l'horreur a commencé. Le silence était lourd. Ethan s'est assis bien trop près, sa jambe frôlant la mienne. Mon cœur battait à tout rompre. Quand il a parlé, sa voix était basse, presque un murmure, mais glacial. Tu es facile à deviner. Tout a basculé. Avant que je ne réagisse, il m'a saisi par le cou et m'a plaqué contre le dossier du banc. Son emprise s'est resserrée et malgré mes mouvements de défense, je ne pouvais pas me libérer. Mon sac est tombé au sol et j'ai entendu le bruit familier du spray. Au poivre qui roulait, je haletais, peinant à respirer. Ma vision se brouillait. Ses yeux étaient vides, inhumains. Il ne se contentait pas de m'attaquer. Il y prenait plaisir. Je griffais sa peau de toutes mes forces, mais il ne réagissait pas. Son visage restait impassible, seulement traversé par un plaisir malsain. Mes jambes faiblissaient, mes poumons brûlaient. Et juste au moment où je pensais que tout était fini, il m'a relâché juste, assez pour que je puisse reprendre un souffle. « Et tu pensais que j'étais différent, hein ?» nous a-t-il murmuré avec un rire méprisant. Il a cogné ma tête contre le banc et l'obscurité a envahi mes yeux. Je ne percevais plus rien. La terre froide m'a griffé la peau lorsque je suis tombé. Il se penchait au-dessus de moi avec une expression de plaisir cruel. « Ah, tu n'iras nulle part. » Mes tentatives pour le repousser ne faisaient qu'aggraver ma panique. Je ne pouvais plus respirer. Juste au moment où je croyais que c'était la fin, j'ai réussi à bouger suffisamment pour lui donner un coup de genou dans les côtes. Il grogna, et ce fut suffisant pour qu'il relâche légèrement son emprise. J'ai profité de cette brèche pour pivoter vers lui, tombant au sol, et me suis précipité pour récupérer mon sac. Mais Yann n'hésita pas d'une seconde. Il m'attrapa par la cheville et me traîna en arrière. Mon visage heurta le bitume, et une douleur vive me traversa les lèvres alors qu'elle se mettait à saigner. Je poussai mes côtes contre son genou pendant qu'il restait là, respirant d'une manière maîtrisée, comme s'il savourait chaque seconde de cette traque. Il se pencha vers moi, sa voix douce et menaçante. « Tu peux hurler autant que tu veux, et personne ne viendra. » Les larmes me montèrent aux yeux, brûlantes. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Mes doigts cherchaient frénétiquement sur le sol rugueux, n'importe quoi qui pourrait m'aider. Son emprise se resserrait autour de mes bras, et pendant qu'il jouait avec moi, il me laissait croire qu'il y avait une échappatoire, juste pour écraser toute chance d'y parvenir. C'est alors que je sentis qu'il me tirait les cheveux, redressant brutalement ma tête. Une douleur fulgurante parcourut mon cuir chevelu. Son souffle chaud effleurait mon oreille, tandis qu'il murmurait « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Il m'immobilisa sur le ventre, appuyant son genou contre mon dos. Je ne pouvais plus respirer ni bouger. Dans un dernier sursaut, mes doigts touchèrent quelque chose de froid et lisse, le spray au poivre. Je le saisis de toutes mes forces et enlevai le capuchon.
Il essaya de saisir mon poignet, mais je luttais de toutes mes forces et pointais directement son visage. Un sifflement perçant fendit la nuit, suivi d'un cri déchirant. Ses mains se détachèrent instantanément de moi. Il tomba en arrière, se griffant les yeux, et cela me donna l'élan dont j'avais besoin. Haletante, je me redressai chancelante et me mis à courir. Ma vue était trouble, chaque muscle me brûlait, mais je ne m'arrêtais pas. Je courus vers la première lumière visible, vers tout ce qui ressemblait à de l'aide. Derrière moi, j'entendais les pas lourds d'Ethan. Chaque seconde me rapprochait d'une fin terrifiante. La rue s'étirait devant moi comme un désert sans fin, mais je courais encore, poussant mon corps au-delà de ses limites. J'entendis une injure derrière moi, juste au moment où j'atteignais le bord du trottoir. Il tenta de m'attraper, mais échoua de peu. Je continuai à courir jusqu'à apercevoir une station-service éclairée, avec un homme debout dehors en train de fumer. « Aidez-moi, appelez la police !» écriai-je, presque à bout de souffle. L'homme resta figé, stupéfait, mais en voyant ma chemise déchirée et les marques sur mes bras, il sortit immédiatement son téléphone. Je me retournai vers le parc, terrifié à l'idée qu'Ethan soit juste derrière moi, mais il n'était plus là. L'obscurité semblait vide, mais je savais qu'il n'était pas loin, il observait. La police arriva rapidement. Ils prirent ma déposition et fouillèrent le parc, mais aucune trace d'Ethan. Ils examinèrent son profil sur l'application de rencontre. Son numéro avait été supprimé. Il s'agissait d'un simple téléphone jetable. Le nom qu'il m'avait donné était faux. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Les semaines suivantes furent chaotiques. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me retournait l'estomac. J'ai arrêté d'utiliser les applications de rencontre. J'ai arrêté de sortir la nuit. J'ai arrêté de me sentir en sécurité. Mais ce qui me hante le plus, ce ne sont pas les moments de terreur vécus. C'est ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas eu ce spray au poivre à portée de main. Cette petite bombe m'a sauvé la vie, et pas un seul jour ne passe sans que je remercie le ciel de l'avoir eu cette nuit fatidique. J'ai grandi dans un petit village du sud-est du Kentucky, un endroit essentiellement rural où la ville ne compte encore aujourd'hui. En 2019, qu'un seul feu de circulation. La vie là-bas a toujours été paisible, comme si tout le monde se connaissait, comme si un lien spécial unissait les gens. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas une légende urbaine, c'est un cauchemar réel, un événement qui a marqué chacun d'entre nous. Tout a commencé le 18 septembre 1989, dans l'unique lycée du comté. Mes parents étaient tous deux professeurs dans cette école. Ce jour-là, ma mère se trouvait dans la salle des professeurs, profitant de son heure de planification en train de discuter avec quelques collègues. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement et une enseignante entra en courant, pâle et hurlant. « Il a une arme. Il faut sortir d'ici. » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Elle s'échappa de la pièce en un éclair et aussitôt, le chaos éclata. Ma mère, accompagnée d'une collègue et d'une assistante pédagogique, courut vers un petit placard au fond de la salle. C'était un espace minuscule, déjà étroit en temps normal, encore plus encombré par le lit pliant qui y était rangé. Elles se sentaient comme des sardines enfermées dans une boîte. Aucune d'elles n'osait ouvrir la porte, de peur que le moindre mouvement ne trahisse leur position auprès de l'assaillant. Les minutes passaient, le silence s'installait, mais elles entendaient toujours des coups de feu au loin. La peur était palpable. Elles étaient piégées dans ce placard, sans savoir si le tireur allait s'approcher. Elles ne savaient plus si elles reverraient un jour la lumière du jour. Pour ma mère, l'attente devint une prière silencieuse. Elle implorait Dieu de la sauver, elle et les deux femmes qui se cachaient avec elle. Après ce qui leur parut une éternité, elles commencèrent à entendre des pas. Lentement, ces pas résonnaient dans le couloir, prudents, comme si quelqu'un inspectait chaque recoin. Lorsque les pas s'arrêtèrent juste devant la porte de la salle des professeurs, elles se sentirent suspendues au bord du vide, comme si cet inconnu pouvait sentir leur peur à travers le bois. Tremblante, ma mère et son amie appuyaient de toute leur force contre la poignée pour empêcher qu'on ouvre. Là, entre terreur et incertitude, elles pensèrent que tout allait se terminer. Mais soudain, les pas s'éloignèrent et la personne entra dans les toilettes voisines. De l'autre côté de l'école, mon père,
qui avait lui aussi une heure libre, était assis à son bureau. Le seul bruit alentour était celui de sa plume glissant sur les feuilles. C'est alors qu'un fracas retentit, comme si un meuble lourd s'effondrait au sol. Il comprit que quelque chose n'allait pas, mais pensa d'abord à un simple accident, peut-être des livres tombés. Très vite pourtant, il entendit quelqu'un courir dans le couloir, un enseignant, complètement paniqué. L'homme s'arrêta devant la porte et cria « Tout un élève a apporté une arme ?» Et il a pris des otages. Il faut faire évacuer tout le monde, tout de suite. Sans hésiter, mon père et l'autre enseignant se séparèrent, prenant chacun un côté du couloir, pour alerter élèves et professeurs. Beaucoup de classes avaient déjà été prévenues. On apprendrait plus tard que plusieurs d'entre elles avaient entendu les premiers coups de feu et réagi immédiatement au rez-de-chaussée. Les classes tentèrent de fuir en courant dans les escaliers ou, dans certains cas, en sautant par les fenêtres pour rejoindre le parking, pris de panique et le cœur au bord de l'explosion. Dans l'une des salles les plus proches du drame, ce qui était un lieu d'apprentissage devint un théâtre de terreur. Une enseignante enceinte, paniquée, essaya de passer par une fenêtre étroite. Les élèves, dans leur élan de survie, l'aidèrent de leur mieux, essayant de la faire sortir à tout prix. La pression du temps ajoutait à l'urgence, car personne ne savait quand l'assaillant allait surgir. L'atmosphère était irrespirable, la peur omniprésente. Personne ne savait si derrière chaque porte se cachait le danger. Les salles de classe devinrent des refuges précaires, où chacun retenait son souffle, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Ainsi débuta une chaîne d'événements qui allait bouleverser à jamais nos vies. La survie était devenue un réflexe. Et dans ce petit village, la normalité n'allait plus jamais exister comme avant. Les élèves et les professeurs étaient terrifiés, persuadés que le tireur pouvait faire irruption à tout moment et ouvrir le feu. Mon père finit par trouver une classe qui n'avait pas encore été évacuée. Il s'adressa rapidement à l'enseignant et lui expliqua la gravité de la situation. Puis il prit la parole face aux élèves d'une voix ferme. « Vous devez sortir immédiatement de l'école. Ne prenez rien. N'allez pas aux toilettes. Ne parlez à personne. Prenez l'escalier le plus éloigné et ne vous retournez pas. Allez-y maintenant. » Mon père avait toujours été quelqu'un de calme, ce qui inspirait confiance aux élèves. Il savait que s'il parlait avec cette autorité, c'est que la situation était extrêmement sérieuse. À ces mots, tous se ruèrent vers l'escalier, loin du danger tels des fourmis en fuite. Une fois dehors, ils se dirigèrent vers la zone des bus scolaires. Selon mon père, la police arriva en quelques minutes, juste après l'évacuation complète du bâtiment. Ils rassemblèrent tout le monde dans une maison funéraire qui se trouvait de l'autre côté de la route, en face du lycée. En moins de 30 minutes, une équipe du SWAT était sur place. Elle établit un périmètre autour de l'école et prit le contrôle de la situation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant que tout cela se déroulait, un membre de la famille apprit ce qui se passait et contacta mon grand-père, le père de ma mère. Sans hésiter, mon grand-père courut vers l'école pour s'assurer que sa fille et son gendre allaient bien, pendant que mon père attendait avec les élèves sur le parking de la maison funéraire. Son esprit ne cessait de tourner à la recherche de ma mère. Il s'approcha d'un des professeurs qui avait été dans la salle des profs avec elle et lui, demanda s'il l'avait vue. L'homme lui répondit qu'il croyait qu'elle était déjà sortie. Mon père commença alors à chercher parmi la foule, demandant si quelqu'un avait aperçu sa femme. C'est à ce moment-là que mon grand-père arriva et lui demanda ce qu'il se passait. Mon père, frustré, lui expliqua qu'il ne parvenait pas à localiser ma mère. Il retourna voir l'enseignant qui avait été avec elle, et cette fois, en réfléchissant davantage, l'homme dit « Maintenant que vous le mentionnez, je me rappelle qu'elle avait évoqué la possibilité de se cacher dans le placard. » L'angoisse saisit tout le monde, terrifié à l'idée de ce qui avait pu lui arriver. Il s'était écoulé près de 3 heures depuis que le tireur avait pénétré dans l'école. Accompagné de mon grand-père, mon père s'adressa à plusieurs officiers de la police d'État du Kentucky présents sur les lieux. Sous l'œil attentif des tireurs d'élite postés sur le toit et dans le parking, les agents du KSP pénétrèrent dans le bâtiment, se dirigeant vers le placard où ils pensaient que ma mère était cachée. Ma mère et l'autre enseignante étaient figées de peur, écoutant des bruits juste derrière la porte. La tension était insupportable.
jusqu'à ce qu'en un éclair, la poignée leur échappa des mains et la lumière inonda leur cachette. Au son d'une brève rafale de coups de feu, ma mère leva les yeux et aperçut 2 agents de la police d'État derrière la porte. Elle dit que c'était la plus belle vision qu'elle ait jamais eue. Pas le temps de pleurer de soulagement. Bien qu'on leur ait assuré qu'elles étaient désormais en sécurité, les policiers leur ordonnèrent de sortir immédiatement du bâtiment. Courez dans le couloir et lorsque vous atteindrez le hall, sortez dès qu'on vous donnera le signal. Sous la direction des officiers, ma mère sortit du placard et se dirigea vers l'entrée. En tournant dans le couloir, elle tomba sur plusieurs tireurs d'élite alignés, postés près d'une mitrailleuse pointant vers la salle du tireur. Ce jour-là, elle portait une robe et des talons hauts, et elle se rappelle très bien la difficulté qu'elle eut à courir dans l'herbe, ses talons s'enfonçant dans le sol, mais elle continua à avancer jusqu'à atteindre le parking de la maison funéraire, où le reste de la foule était rassemblé dans une panique totale. La fusillade avait commencé vers 9h50, pendant le premier bloc de cours du matin. Le tireur, armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet T-57 et d'un Magnum 44, était entré dans une salle de classe et avait tiré vers le plafond. Il s'agissait de la salle d'art située juste au-dessus. Par chance, ses premiers tirs n'ont blessé personne. Il libéra 2 rangées d'élèves et leurs professeurs, se préparant visiblement à un affrontement prolongé. L'enseignante, qui avait prévenu les autres, dans la salle des professeurs, fut la première à être libérée. Au fil des heures suivantes, des étudiants furent relâchés peu à peu, à condition qu'on lui fournisse des choses comme des cigarettes, des sodas ou même de la pizza. Des coups de feu furent entendus durant cette agonie, mais grâce à Dieu, personne ne fut blessé ni tué. Le tireur fut plus tard identifié comme un élève de 17 ans. Lorsqu'il se rendit, il demanda à voir son père. Il confia aux autorités qu'il ne l'avait pas vu depuis ses 4 ans. Finalement, vers 17h, le dernier otage fut libéré, après qu'un accord eût été conclu pour que le père du jeune homme, venu de Floride, soit présent. Ce qui est glaçant, c'est qu'au cours de son interrogatoire, le garçon déclara s'être inspiré du livre Rage de Stephen King pour commettre son acte. Curieusement, mon père n'a jamais cru que l'élève fût véritablement puni. Selon lui, bien qu'il ait été initialement emmené en détention, il ne fut jamais jugé et fut libéré peu après. On lui aurait simplement dit de ne pas revenir. C'était une autre époque, en 1989, où certaines choses étaient gérées avec moins de rigueur. La nouvelle du drame se répandit rapidement et de nombreux parents se précipitèrent sur le campus, désespérés de retrouver leurs enfants. L'un d'eux demanda à mon père s'il avait vu son fils. Et bien que mon père n'en ait aucune idée, il n'osa pas lui dire qu'il pensait que son fils faisait partie des otages. Ce fut effectivement le cas. Beaucoup d'élèves ayant survécu à l'événement restèrent traumatisés et plusieurs eurent besoin de thérapie pendant des années pour apprendre à vivre avec cette expérience. Heureusement, personne ne fut blessé physiquement. Une fois que mes parents purent quitter les lieux, ils se rendirent en urgence chez ma nourrice, là où j'étais. Je n'avais même pas 1 an à l'époque. Je n'avais donc aucune conscience du chaos et de la terreur qu'ils venaient de traverser. Quand ils m'ont enfin vu, ils m'ont soulevé dans leurs bras, priant pour que leur petite fille n'ait jamais à vivre quelque chose d'aussi terrifiant.